Je vous propose de commencer, Alban, si vous voulez me faire Très un bien. petit Est-ce mot que vous m'entendez d'introduction. correctement? Oui, moi je vous entends très bien. Ok, parfait. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Donc Alban Marguerita, je suis le nouveau délégué national de la FNADIR, arrivé fin avril, et donc je tenais à vous adresser un petit mot d'accueil pour ce deuxième webinaire hors com du nom pour l'année 2023 sur le sujet du pilotage de la trésorerie. Je laisserai Orcom se présenter plus en détail, hein, bien entendu, mais vous les connaissez déjà, bien entendu. C'est vraiment notre référent incontournable qui maîtrise vraiment votre secteur, hein, des CFA OFA. Il y aura une troisième date, hein, bien entendu, vous voyez Oui, qu'elle s'affiche fin septembre. Voilà, donc on ne saurait que vous encourager à y participer. Ça fait vraiment partie des petits plus qui font la différence de votre réseau. Donc voilà, il y aura peut-être aussi de nouvelles choses qu'on pourra mettre en place ultérieurement. Je voulais en profiter juste pour faire un ou deux rappels sur les dates à venir entre nous. Donc bien entendu, le 6 juin prochain, on a les GNIE qui se tiendra à Paris 14e. Et à cette occasion, vous le savez, c'est aussi l'occasion d'héberger notre Assemblée générale. Donc sachez simplement que les dernières finalisations sont en cours pour organiser les votes. Donc vous recevrez d'ici la fin de la semaine ou dernier quart, début de semaine prochaine, différents modes d'accès pour pouvoir participer à ces votes. Voilà, je ne vais pas monopoliser davantage le temps qui vous est imparti. Je vous souhaite une excellente matinée entre les mains expertes et la parole experte d'Aurélie. Travaillez bien et très bonne journée à toutes et tous. À très bientôt. merci Alban. Comme Alban l'a introduit, nous sommes dans le deuxième webinaire de notre cycle. Le premier, c'était sur la remontée des données analytiques à France Compétences que j'avais animé avec Xavier Boutard fin mars. C'était un webinaire assez dense qu'on avait fait fin mars parce qu'il y avait beaucoup d'informations à donner. Puis on avait fait un point d'actualité, notamment avec le rapport qui venait de sortir sur l'utilisation des fonds de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on va parler trésorerie. Donc là, le webinaire s'intitule, là vous voyez sur le Save the Date, piloter sa trésorerie. Dans l'invitation, c'était également le prévisionnel de trésorerie. Donc, je vais faire un petit peu un panorama des différents outils que vous pouvez avoir et des différents ratios que vous pouvez calculer. Le webinaire d'aujourd'hui, je pense, sera un peu plus court que celui de fin mars car le sujet est moins dense. Rendez-vous fin septembre sur le contrôle interne garantissant la fiabilité de l'information financière. Alors, c'est un sujet assez vaste quand on le lit comme ça, mais on verra ensemble qu'est-ce que le contrôle interne, et notamment sur la facturation auprès des OPCO et l'encaissement de vos factures. Pour ce matin, pour cette session, je vous propose une présentation d'Orcom en quelques mots pour ceux qui n'étaient pas là fin mars ou pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, on verra 2-3 calculs d'indicateurs financiers de trésorerie, puis les outils de pilotage que j'ai ciblés mais que vous connaissez, c'est le budget prévisionnel, voir un peu comment nous, on vous propose de le monter et puis le plan de trésorerie. Orcom en quelques mots, tout d'abord, je suis Aurélie Pinsard, je suis associée, expert comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet Orcom et je copilote avec mon associée Estelle Collet qui travaille depuis 25-30 ans sur le pôle formation et apprentissage. Et également Xavier Boutard, directeur de mission sur le pôle qui, idem, travaille exclusivement sur votre secteur d'activité depuis de nombreuses années. Orcom, en quelques chiffres, nous sommes 1200 collaborateurs répartis sur toute la France, sur 44 sites et également à l'étranger. Donc, nous intervenons dans les organismes de formation partout en France. Moi, je suis basée sur Orléans, mais nous avons également des bureaux sur Paris ou ailleurs. Sur le secteur, nous ne pouvions pas être un référent de l'apprentissage sans créer notre CFA d'entreprise. Nous avons créé notre CFA d'entreprise dès que nous avons pu. Pour le moment, nous avons environ 25-30 apprentis au sein de notre école sur nos métiers de base, l'expertise comptable. Et puis, nous avons
au global, environ 130-140 alternants sur la totalité du groupe. Voilà. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de commissariat aux comptes, mais pas que. On vous conseille à 360 degrés sur vos structures, que ce soit en fiscalité, en conseil en ressources humaines, en droit social, en juridique. Bien entendu, nous effectuons également des payes. Nous avons des spécialistes pour tous ces domaines. Et nous sommes organisés en pôles. Ici, vous voyez nos différents pôles de compétences. Chaque pôle de compétences est piloté par un ou plusieurs associés et puis des directeurs de mission vraiment spécifiques. Donc, nous travaillons sur formation et apprentissage, donc un pôle qui est dédié à votre secteur. Et sur ce pôle, nous sommes environ 40-50 collaborateurs à travailler sur les différentes structures, que ce soit organismes de formation, CFA, ou que ce soit des structures commerciales ou au contraire associatives. Nous avons un peu tout le panel, que ce soit en expertise comptable, en commissariat aux comptes ou pour des missions de conseil ou d'audit. Voilà. Nous sommes un partenaire historique de la FNADIR. Alban nous l'a rappelé tout à l'heure. Voilà nos différentes communications sur le pôle. Notre dernière plaquette, c'était sur la structuration des nouveaux modèles économiques, le sujet prégnant suite à la réforme de la formation professionnelle. Nous effectuons également des publications. Nous sommes partie prenante de diverses publications sur l'apprentissage. En voici quelques exemples. Et au niveau de notre accompagnement, je ne vais pas vous faire une lecture exhaustive de ce qu'on peut faire avec vous, mais voilà, en ce moment, nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est audit organisationnel, audit du processus de facturation, juridique et financier, un petit peu de contrôle interne, et puis bien entendu tout ce qui est système d'information, ce qu'on appelle l'audit IT, l'audit des systèmes d'information, avec les différents liens entre tous vos outils de gestion, outils de facturation, outils pédagogiques, outils comptables. Voilà. Vous aurez à disposition ce support, vous pourrez le lire plus en détail. Je vous propose d'attaquer le vif du sujet avec les indicateurs financiers. J'ai ciblé 3 indicateurs financiers qui sont assez classiques parce qu'effectivement, quand on parle pilotage de la trésorerie, gestion de la trésorerie, ce n'est pas uniquement regarder le solde du compte bancaire à un instant T, mais c'est anticiper les variations de la trésorerie, les comprendre en amont, les comprendre a posteriori grâce aux comptes annuels et grâce aux différents indicateurs qu'on va voir ensemble. Là, dans mon propos, je vais essayer de prendre en compte les spécificités que vous pouvez rencontrer dans vos CFA, que vous soyez CFA hors les murs, avec plutôt des conventions pédagogiques avec vos partenaires et donc un reversement du contrat à un instant T, et les CFA plutôt avec murs, dont les formateurs sont salariés, et là, vous avez des charges de personnel à décaisser tous les mois. Les indicateurs financiers que je vais vous prendre en exemple. Là, j'ai pris un organisme de formation pour exemple à partir des comptes annuels 31 décembre 2022. À partir de la plaquette, vous pouvez calculer ces indicateurs financiers et en faire une analyse avec votre expert comptable par exemple ou vous de votre côté également. Ce sont les indicateurs qui sont utilisés beaucoup dans tout ce qui est structure commerciale. Les structures commerciales qui sont dépendantes des délais de règlement de leurs clients et des délais de règlement fournisseurs. Mais maintenant, vous aussi, vous êtes dépendant de ces délais de règlement et notamment des délais d'encaissement des autres coûts. Donc, ce type d'analyse, nous, experts comptables, on a l'habitude de le faire auprès des structures commerciales, mais il se prête bien entendu également à vos structures. Le premier indicateur, ça va être le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est l'ensemble des ressources à long terme, donc en haut de bilan, qui sont mises à disposition de l'entité soit par ses associés, les banques, ou dégagées par l'entité elle-même et qui sont destinées à financer son exploitation courante. Donc en fait, ce sont les ressources stables du haut de bilan qui vont venir financer l'exploitation courante, le besoin de trésorerie au quotidien. Quand on parle de ressources mises à disposition de l'entité par ses associés, on le voit ici, ça va être tout ce qui est capitaux. Donc là, vous, dans les structures associatives, il n'y a pas d'associés, donc pas forcément de capital social qui a été mis au départ de la structure,
ni de compte courant d'associé. Par contre, ce que vous avez, vous, c'est des réserves et le résultat. Les réserves, ça va être les résultats des années précédentes qui ont été accumulés et le résultat de l'exercice en cours. Là, sur notre structure en question, on a un résultat au 31 décembre de 1 692 000 qui vient gonfler nos ressources stables, nos ressources à long terme. Dans vos structures, vous avez également, on rencontre régulièrement tout ce qui est subvention d'investissement. Les subventions d'investissement sont des ressources stables qui sont dans le calcul de ce fonds de roulement. Là, ce sont les subventions d'investissement nettes. Donc, c'est vos subventions brutes dans le compte 131, diminuées de la reprise de la quote-part de subvention au compte de résultat au rythme de l'amortissement de l'immobilisation qui a été financée. Donc, c'est notre compte 131 moins le compte 139. Donc, ces ressources stables, là, on voit que dans notre exemple, on est à 4 784 000 de ressources stables. On vient retirer mes emplois stables, donc toujours mon haut de bilan, mais mon haut de bilan actif. Donc, nos emplois stables, ça va être nos immobilisations qui sont nettes également ici des dotations aux amortissements. Donc là, notre fonds de roulement, il est à 4 658 000 €. Donc, c'est la quantité de ressources stables que je n'ai pas utilisé par les actifs immobilisés. Là, on peut interpréter en se disant ce CFA n'investit pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup d'immobilisation à son actif. Donc, mes ressources stables, les réserves que j'ai accumulées, elles vont me servir, ici, on a l'impression, exclusivement à financer mon besoin en fonds de roulement. C'est ce que j'indique ici. L'excédent en fonds de roulement sert à financer notre besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est la trésorerie dont on a besoin pour fonctionner au quotidien. Donc là, notre fonds de roulement net global, il est plutôt confortable dans notre exemple. Justement, le besoin en fonds de roulement, c'est le besoin en trésorerie que votre activité nécessite. C'est votre décalage en fait de trésorerie entre ce que vous encaissez des OPCO et ce que vous reversez, soit à vos partenaires pédagogiques suivant une convention, soit en charge de fonctionnement au niveau des charges de personnel. Donc, le besoin en fonds de roulement sert à financer le cycle d'exploitation d'entreprise et ça va être plutôt dans la deuxième partie du bilan, ça va être notre actif circulant moins notre passif circulant. Donc là, vous en avez la formule, les stocks plus les créances d'exploitation moins les dettes d'exploitation. Les créances d'exploitation, ça va être votre compte 411, votre compte client, la facturation que vous avez émise auprès des OPCO mais que vous n'avez pas encore encaissée. Et les dettes d'exploitation, ça va être vos factures fournisseurs que vous n'avez pas encore payées, tout simplement. Ou les reversements du FAC que vous n'avez pas encore fait. Donc, c'est ce qu'on se dit, le besoin en fonds de roulement, c'est un décalage de trésorerie qui est financé soit par le délai de règlement auprès des fournisseurs, c'est-à-dire que je fais de la rétention de trésorerie et je ne paye pas encore mes fournisseurs, soit par le fonds de roulement, comme on l'a vu précédemment, soit par ce que j'ai sur mon compte courant, sur ma trésorerie. Voici l'exemple du calcul du besoin en fonds de roulement dans notre structure exemple. Donc là, mes ressources circulantes, perdu ma souris, tac. Ce que j'ai en ressources, ce sont les dettes que j'ai auprès des fournisseurs que je n'ai pas encore payées. Donc c'est de la trésorerie que j'ai, que je n'ai pas encore décaissée, que j'ai encore sur mon compte bancaire. Donc là, j'ai 1 722 000 € de ressources circulantes, mais en contrepartie, les OPCO me doivent 3 505 000. C'est la trésorerie qui devrait être chez moi, mais qui ne l'est pas. C'est la trésorerie que j'attends. Donc ici, mon besoin en fonds de roulement, il est positif. On voit que j'ai 2 003 000 de besoin en fonds de roulement, car j'attends plus des OPCO que mes fournisseurs attendent de moi. Donc, qui dit BFR positif, mes emplois sont supérieurs à mes ressources de même nature. Donc, j'ai un besoin qui est financé par notre fonds de roulement. Et si je n'ai pas de fonds de roulement, si je n'ai pas accumulé de résultats des exercices précédents, eh bien, je vais voir ma banque et je lui demande un découvert bancaire ou des emprunts. Il peut arriver que notre besoin en fonds de roulement est négatif. Un besoin qui est négatif, ce n'est plus un besoin, c'est une ressource pour l'entreprise. Là, ça se rencontre dans certaines structures.
notamment dans la grande distribution, la restauration, où je n'ai pas ce compte de créance client car j'encaisse au comptant mes ventes, ce qui vous n'est pas votre cas. Donc, dans notre exemple, j'ai un besoin de 2,3 millions parce que j'ai du retard d'encaissement au niveau de mes OPCO, mais en parallèle, j'ai un fonds de roulement de 4 657 000 qui me permet de pallier à ce besoin en fonds de roulement. Autre ratio, la CAP, la capacité d'autofinancement, qui est également intéressante. Là, c'est l'ensemble des ressources qui ont été générées par l'activité de l'entité. C'est ce que vous avez, c'est le cash, en gros, qu'a dégagé votre activité et qui est ensuite utilisé pour investir, rembourser des emprunts ou constituer des réserves. C'est l'excédent de richesse qui provient de la différence entre les encaissements et les décaissements. Donc, c'est bien le cash qui est dégagé. Et pour calculer cette capacité d'autofinancement, on vient identifier ce qui dans votre bilan n'est pas un flux qui a été encaissé ou décaissé. Donc, on va repartir du résultat net et on va venir retraiter de notre résultat net toutes les écritures comptables, tous les flux qui n'ont pas donné lieu à un décaissement ou un encaissement. Donc, typiquement, les écritures de dotations, amortissements, dépréciations et provisions. Ça, ce sont des charges qui n'ont pas donné lieu à décaissement. Donc, on va venir les ajouter à notre résultat. Et puis là, dans notre exemple, on avait des subventions d'investissement qui donc étaient rapportées au résultat suivant une certaine quote-part, donc un compte 777, un compte de produit qui n'a pas donné lieu à encaissement. Donc, on vient également le retraiter dans notre calcul. Donc, pour calculer notre capacité d'autofinancement, on part de notre résultat net, on retraite ces deux items et on arrive à 1 697 000 € de CAF au 31 décembre 2022 sur cette structure. Et ce qu'on peut dire, c'est que généralement, la CAF, la capacité d'autofinancement, elle est le reflet du résultat net des comptes. Là, c'est exactement le cas. Vous voyez, on a une capacité d'autofinancement de 1 697 000 et un petit peu plus haut dans les slides, on avait le résultat de notre structure qui était à 1 692 000. Donc, en fait, ça, c'est un indicateur qui vient dire que vous avez des capacités d'investir, que votre résultat de 1 692 000, vous allez pouvoir le flécher sur des investissements au cours de l'année 2023. Vous avez la trésorerie pour le faire. Vous avez la capacité d'autofinancement pour le faire. Ou sinon, vous pouvez décider de renforcer vos réserves. Donc, 3 ratios assez classiques, mais toujours très intéressants à étudier en cours d'année ou en fin d'exercice. Et puis, l'ensemble de ces ratios, j'espère que vous voyez bien les chiffres, c'est peut-être un peu petit. On les retrouve dans ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle du bilan, que l'on peut sortir quand on sort la plaquette des comptes annuels, pour faire un petit peu le schéma de l'analyse de la trésorerie du fonds de roulement au besoin en fonds de roulement, puis à la trésorerie nette au montant que vous avez sur votre compte bancaire au 31 décembre. Donc, on voit bien que notre fonds de roulement était à 4 657 000, que notre besoin en fonds de roulement à 2 003 000. Si je fais mon besoin en fonds de roulement à 2 003 000 plus ma trésorerie nette à l'actif de mon bilan, je retrouve mon fonds de roulement net global. Forcément, on a pris des montants qui se trouvent dans le bilan, que ce soit en haut de bilan ou plutôt au milieu du bilan dans les actifs et passifs circulants. Et par le jeu de l'équilibre du bilan, on retrouve nos montants. Donc là, on voit bien que j'ai besoin de 2 003 000 de trésorerie pour fonctionner, mais que j'ai 4 657 000 de fonds de roulement et une trésorerie nette déjà sur mon compte bancaire à 2 654 000. Donc là, je suis plutôt confortable. Je n'ai pas de risque de difficulté de trésorerie, par exemple.
on voit bien que notre fonds de roulement net global est constitué majoritairement de notre résultat et de nos réserves antérieures et que ces bons résultats précédents nous permettent de compenser le retard de l'encaissement de la facturation au cours. Justement, en termes d'encaissement, quelle est, vous, la maîtrise que vous pouvez avoir sur les encaissements OPCO? En fait, très peu. Vous avez très peu de marge de manœuvre, si ce n'est de facturer vraiment à un rythme qui respecte le rythme de 40-30-30. Je vous ai remis là le rythme de facturation et de ne surtout pas avoir de retard de facturation parce que bien sûr, qui dit retard de facturation dit retard d'encaissement au coût. Mais effectivement, vous, dans votre secteur, la marge de manœuvre n'est pas importante. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous puissiez avoir des outils de suivi qui vous permettent de détecter rapidement les éventuels retards de facturation en calculant des taux d'avancée de facturation grâce à des suivis dans l'outil de gestion. Nous, on travaille beaucoup avec IMAG et Ipario. Dans Ipario, vous pouvez sortir des tableaux de bord, des tableaux financiers qui vous indiquent à chaque ligne de contrat qu'est-ce qui a été facturé par rapport au total, s'il y a des échéances qui sont dépassées ou pas. Et ça, je pense que vous le savez très bien, c'est à suivre pour maîtriser au mieux vos encaissements. Sur les décaissements, là, pour moi, il y a deux catégories, on va dire. Les CFA hors les murs qui ont des conventions avec les partenaires pédagogiques. Là, je vous ai remis un petit peu les modalités de règlement et les conditions financières qu'on retrouve généralement dans les conventions. Généralement, les conventions avec les partenaires pédagogiques indiquent, en termes de conditions financières, qu'on reverse aux partenaires un pourcentage de la prise en charge du contrat par apprenti, telle que cette prise en charge a été définie par la branche et diffusée dans le tableau de France Compétences. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est un pourcentage de la prise en charge de vos contrats ou sinon, on indique qu'on va verser aux partenaires pédagogiques un montant suivant un budget prévisionnel en un certain nombre d'échéances et un solde à réception du coût réel. Donc là, ça sous-entend que le partenaire est capable d'avoir une comptabilité analytique pour chaque formation qu'il dispense et de vous indiquer quel est le coût réel de la formation pour que vous puissiez abonder ce partenaire à hauteur du coût de la formation. Mais toujours sans que cet abondement, sans que ce versement ne soit supérieur à la prise en charge que vous encaissez de l'OPCO. Et en termes de modalités de règlement, souvent, il est indiqué que vous attendez d'avoir encaissé des OPCO pour reverser à votre partenaire pédagogique. Si vous avez un rythme de reversement à votre partenaire pédagogique tous les mois, tous les 2 mois, vous êtes susceptible d'être en difficulté de trésorerie si vous n'avez pas encaissé les montants des OPCO. C'est pour ça que là, en termes de modalités de règlement, j'ai indiqué que c'était par exemple au plus tard 30 jours ouvrés après avoir perçu la prise en charge du contrat par l'OPCO et au même rythme que cette prise en charge. Si vous avez 3 encaissements au cours du contrat, eh bien vous faites 3 décaissements à vos partenaires pédagogiques. Tout ça, c'est une histoire de convention et de négociation. Par contre, si vous êtes un CFA qui dispose de personnel enseignant et que vous n'avez pas de convention avec des UFA ou avec des partenaires pédagogiques, et bien là, vous avez peu de maîtrise dans le décaissement de trésorerie. Les salaires, il faut les payer mensuellement. Également, si vous avez des formateurs, plutôt prestataires qui vous font des factures d'honoraires, les factures, il faut les régler 30 jours fin de mois, par exemple, ou 30 jours à réception de la facture. Donc là, vous avez moins de maîtrise dans vos décaissements si vous disposez de personnel enseignant du fait du règlement mensuel des salaires, bien entendu. Voilà pour ces premiers outils financiers de calcul qui, à mon sens, doivent être effectués à minima à chaque clôture de l'exercice pour bien comprendre votre variation de trésorerie
Et pour ces ratios, il faut les calculer par exemple là au 31 décembre 2022, mais il faut les comparer également avec le 31 décembre 2021 ou le 31 décembre 2020. Ça va vous donner des indices sur le rythme de votre facturation, les retards éventuels, même si j'imagine qu'au quotidien, vous suivez tout ça. En termes d'outils de pilotage de la trésorerie, deux outils qui me semblent importants, donc le budget prévisionnel et le plan de trésorerie. Le budget prévisionnel, on le rencontre dans toutes les structures. Il vous permet de fixer des objectifs, de mesurer les impacts de ces objectifs sur la trésorerie. C'est un guide qui va vous permettre de contrôler l'activité et de sécuriser les décisions. Ce qui est le plus compliqué à budgétiser, c'est le chiffre d'affaires. Donc là, pour le budgétiser, imaginons, on est en octobre 2022, on veut budgétiser notre chiffre d'affaires 2023, et bien on va venir faire une extraction dans l'outil de gestion de l'ensemble des contrats qui ont été saisis, et on va, ligne à ligne, savoir le chiffre d'affaires que nous allons constater sur chaque exercice comptable. Dans Ipareo peut découper le chiffre d'affaires, le NPEC par contrat, suivant l'année civile, si l'année civile correspond bien à votre exercice comptable. Et donc là, je vous ai fait une capture d'écran des tableaux qu'on utilise, donc bien entendu avec toute l'identité de l'apprenant, code formation, information essentielle, date de début et date de fin de la formation, le niveau de prise en charge, et puis la répartition du chiffre d'affaires par année civile. Là, notre année civile, elle correspond à notre exercice comptable. Donc là, on va savoir pour un contrat comment je répartis mon chiffre d'affaires. Et ce chiffre d'affaires, il est réparti au prorata temporis. Si ma formation elle a commencé en septembre et qu'elle dure 12 mois, et bien on constate 4/12e sur l'exercice 2022. Et le reste sera constaté en 2023. Si vous voulez avoir une idée assez rapide de votre budget de chiffre d'affaires en 2023 sans sortir des extractions, des choses comme ça, vous pouvez prendre votre niveau moyen de prise en charge de l'année précédente et le multiplier par votre nombre d'apprentis prévisionnels. Ça donne généralement une bonne base de budgétisation du chiffre d'affaires pour l'exercice suivant. Un budget plus fin, ce serait avec les extractions, comme on vient de le voir. Et il est toujours pertinent, comme on le fait ici, de calculer un chiffre d'affaires, je trouve, par promotion, pour bien mettre en corrélation vos effectifs par promotion et votre chiffre d'affaires que vous constatez en comptabilité. Tout à l'heure, je vous ai dit que sur le webinaire de septembre, on parlerait de contrôle interne. Typiquement, là, les contrôles de cohérence, ça fait partie un peu du contrôle interne. Contrôle de cohérence de mon chiffre d'affaires par apprenti. Est-ce que mon NPEC moyen, il est bien cohérent? C'est pour ça que là, on aime bien nous découper le chiffre d'affaires par promotion. Et dans les tableaux qu'on fait pour nos clients, par exemple, sur ce tableau-là, on a indiqué le réel 31 décembre 2020 de chiffre d'affaires suivant les promotions. On a fait un atterrissage, donc là je me positionne peut-être sur le dernier trimestre 2021, où on a fait un atterrissage de la clôture au 31 décembre 2021. On a projeté ce qui allait se passer sur les derniers mois de l'année et on a fait notre budget 2022 comme je vous l'ai montré, ligne à ligne par contrat et par chiffre d'affaires décomposé par année civile. Un budget, c'est le chiffre d'affaires, mais également, bien entendu, vos charges de fonctionnement. Les charges de fonctionnement les plus importantes, ça va être soit vos conventions pédagogiques, soit vos charges de personnel. Pour la pédagogie, un pourcentage du chiffre d'affaires que vous avez mis plus haut. Et pour les charges de personnel, eh bien là, il faut bien que vous puissiez anticiper pour votre masse salariale les éventuelles embauches que vous prévoyez, les départs en retraite, les éventuelles indemnités ou primes que vous comptez verser. Et toujours faire des contrôles de cohérence. Là, on a fait un contrôle de cohérence sur le chiffre d'affaires par rapport à l'effectif. Et bien, pareil sur les charges pédagogiques. Il faut bien ramener vos charges pédagogiques au chiffre d'affaires, à l'effectif, à leur apprenant pour faire des petits contrôles de cohérence.
Pour les investissements, il est toujours plutôt pertinent, si vous avez des investissements importants, de faire un plan de financement par projet et un plan de trésorerie par projet, par investissement, pour venir décorréler un peu la trésorerie dont vous aurez besoin pour votre investissement. La trésorerie dont vous aurez besoin est celle qui va rentrer peut-être par emprunt ou par subvention de celle de votre exploitation courante. Et ensuite, ce budget prévisionnel, ce qu'il faut, c'est le suivre régulièrement, tous les mois, tous les trimestres, pour voir si vous ne dérapez pas par rapport à votre budget. Là, par exemple, sur ce suivi de budget, on fait une situation tous les trimestres. Donc là, au 31 mars, on est venu comparer l'ensemble de ces données. Donc, on a regardé au premier trimestre 2022, à notre situation 31 mars 2022, à combien on était sur ces postes-là, quel était notre réel au 31 décembre 2022. Pour indication, mon réel 2022 divisé par 4, 25%, un trimestre, combien ça faisait en 2022. Mon budget 2023, mon budget 2023 que je divise par 4, et à combien je suis au réel à ma situation au 31 mars 2023. Donc là, je vois que sur ma première ligne, j'ai atteint 24% de mon budget, donc tout va bien. Par contre, sur les autres lignes, je vois que je suis en avance sur mon budget. Donc, faire ces points mensuellement ou trimestriellement, ça va vous permettre de venir rééquilibrer les choses, réajuster les choses sur les mois qui vous restent. Voilà pour le budget prévisionnel. Ensuite, dernier point, le plan de trésorerie. Donc, le plan de trésorerie, le prévisionnel de trésorerie, ça commence par le prévisionnel de chiffre d'affaires. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, ce que nous on fait en termes de prévisionnel de chiffre d'affaires. Donc là, j'ai pris un CFA qui fonctionne avec les partenaires pédagogiques, avec des formations en 1 ou 2 ans. Donc, dans les tableaux de prévisionnel de chiffre d'affaires, vous devez avoir ces informations-là, vous ne pouvez pas avoir moins. Donc, date de début, date de fin de formation, bien entendu. S'il y a une rupture, parce que ça va venir changer votre financement, la date de début de financement, la date de fin de financement par rapport à la date de fin de la formation ou s'il y a une date de rupture. On recalcule la fin de financement en mois glissant, le nombre de mois de financement théorique et on vient diviser le coût contrat, la prise en charge sur la totalité de la durée du contrat suivant les années. Vous le voyez, par exemple, un contrat qui fait 13 mois, on a les 12 premiers mois sur la première année et un petit peu sur la deuxième année. Par contre, un contrat qui va durer uniquement 12 mois, on va avoir un financement que la première année. Voilà, par exemple. Et donc là, on va venir calculer nos échéances prévisionnelles, donc nos 3 échéances, 40, 30, 30. Donc là, on se dit, mon premier contrat, date de début, août 2022. Je sais dans mes circuits de facturation que je vais facturer 1 mois plus tard. Donc là, on a une formule spécifique qui nous dit que je décale ma date de facturation théorique, c'est 1 mois après ma date de début de contrat. Donc là, ça va être septembre 2022. Et je sais par expérience que j'encaisse 2 mois après avoir fait la facturation. Peut-être que vous, suivant les autres coûts avec qui vous travaillez, peut-être que vous encaissez au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois ou peut-être 1 mois. Donc là, il faut que vous puissiez changer la formule en modifiant le nombre de mois ici. Donc là, je me dis que pour un contrat qui débute fin août, je facture en septembre et je reçois mon règlement en novembre pour ma première échéance. Et je viens faire ça pour l'ensemble de mes échéances en automatisant
au maximum ces données. Là, j'ai repris un tableau que j'ai supprimé les données du CFA. Donc, il est moins automatique qu'il ne l'est à l'origine, mais tout doit se faire automatiquement à partir des extractions de votre outil de gestion, à partir de votre base de données des contrats. Et bien entendu, pour pouvoir faire un prévisionnel, il faut que votre base de données soit clean, que vous ayez bien tous les niveaux de prise en charge qui soient renseignés et tous les échéanciers. Donc là, pour notre premier contrat, je sais que théoriquement, je vais facturer en septembre, en février, en mai, et que je vais encaisser 2 mois après avoir facturé. Donc là, après, on n'est que sur l'année scolaire 2022-2023. J'ai pris que la promo 2022-2023. Donc, je sais que sur ma promo 2022-2023, après, vous pouvez faire des tableaux croisés dynamiques pour savoir en septembre 2022 combien je vais encaisser. Et ces données-là, vous les reportez dans un prévisionnel de trésorerie. Par exemple, là, janvier 2023, par rapport au tableau précédent, je sais que je vais encaisser 56 169 € pour ma promo 2022-2023. Dans votre suivi de trésorerie, point hyper important, vous mettez votre trésorerie de départ. Donc là, je suis partie sur un exercice comptable et année civile. Donc ma trésorerie au 1er janvier 2023, mes différents flux prévisionnels, mes recettes, mes dépenses, et j'arrive à mon solde de trésorerie au 31 janvier 2023, qui correspond à ma trésorerie de départ de février. Donc, ce prévisionnel de trésorerie va vous permettre de détecter les éventuels creux de trésorerie que vous pouvez avoir et les éventuels besoins de recherche d'autres financements que vous pourriez avoir. Ce prévisionnel de trésorerie, ce suivi de trésorerie, nous, on le met à jour tous les mois en fonction de la comptabilité qui est saisie. C'est-à-dire que, par exemple, là, on est en mai, donc ce tableau, il est à jour au 30 avril. Donc, ça veut dire que de janvier à avril, vous avez des données réelles, et après, de mai jusqu'à décembre, vous avez des données prévisionnelles. Au niveau du chiffre d'affaires, donc des recettes, voilà, c'est plutôt classique en termes de traitement. Vous prenez le rythme de facturation, le rythme de l'encaissement. Et au niveau des dépenses, vous reprenez votre budget prévisionnel de dépenses que vous avez fait précédemment, et là, vous vous dites, eh bien, quand tombe cette dépense? Donc là, je suis en CFA hors les murs, donc je reverse une partie de mon contrat à mes partenaires pédagogiques. Et dans ma convention, il est indiqué que je reverse le mois suivant de l'encaissement. Donc là, j'encaisse 56 000 en janvier 2023. Hop, je reverse 85% de ces 56 000 dès février 2023. Donc, vous pouvez prévoir ce décaissement au fil d'une année. Et ensuite, pour mes autres types de charges, eh bien, il y a des charges qui sont mensuelles que vous pouvez annualiser et d'autres que vous payez une fois dans l'année, 2 fois dans l'année. Ça, vous pouvez plus ou moins le prévoir. Sur différents types de frais tels que les loyers et tout, vous pouvez indiquer, par exemple ici dans mon exemple, j'ai mis 1 000 € par mois. Et après, il y a d'autres types de charges où c'est en une seule échéance. Ça veut dire que, imaginons là, par exemple, vous faites une situation au 31 mars 2023, une situation comptable au 31 mars 2023. Dans votre comptabilité, vous n'avez pas encore la facture de l'assurance, vous n'avez pas encore décaissé l'assurance, mais vous, dans votre situation comptable, il faut bien prévoir 25% du montant des 1 200 €. Donc là, en fait, il y a plusieurs outils qui viennent un peu s'imbriquer, à la fois votre budget prévisionnel annuel. Si vous faites des situations comptables ou des atterrissages, et là, il faut prendre en compte 25% d'une dépense annuelle. Et là, votre prévisionnel de trésorerie, qui va être décorrélé de votre situation comptable, parce qu'on ne va pas venir mettre 25% de l'assurance au 31 mars. C'est vraiment le mois où vous avez décaissé la charge. Et ensuite, ce prévisionnel de trésorerie, vous en avez une visu graphique. Là où je vous disais, on peut voir un petit peu les creux, là où on peut être davantage en difficulté.
que sur d'autres. Là, on voit bien les pics, c'est 2 mois après les échéances de facturation. Voilà pour le prévisionnel de trésorerie, un petit peu comment nous on le monte et comment on fait, en sachant que le point le plus important pour moi, c'est ce point-là, le prévisionnel de chiffre d'affaires. Et donc ce prévisionnel de chiffre d'affaires, il est fait à partir d'une extraction de la gestion. Imaginons on est en octobre sur les contrats que vous avez saisis de la rentrée de septembre, mais il se peut que vous vous disiez que vous allez signer d'autres contrats qui ne sont pas encore dans l'outil de gestion, eh bien vous pouvez tout simplement les ajouter dans ce type de tableau avec une prévision de date de facturation et de date d'encaissement suivant le coût contrat que vous prévoyez. Voilà un peu pour un panorama du pilotage de la trésorerie et des outils que vous pouvez utiliser et de l'accompagnement qu'on peut mettre en place. Est-ce que vous avez des questions particulières? Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et je les verrai. Connaissez-vous des partenaires d'affacturage qui auraient un accord avec la FNADIR? Alors, connaissez-vous des partenaires d'affacturage qui auraient un accord avec la FNADIR? Non, je ne connais pas et je ne suis pas sûre qu'il y ait encore eu un accord ainsi, mais je ne m'engage pas sur le sujet. Je vois qu'Alban n'est plus là. C'est une question qu'il faudrait plutôt poser à quelqu'un de la FNADIR, oui. De quel tableau de bord Ipareo partez-vous pour votre tableau de trésorerie? Pour ce tableau-là, j'imagine. Alors, c'est quoi mon tableau? C'est celui où quand vous le générez, ça vous fait un onglet en bas, Y-Data pour moi. C'est la base de données classique en fait, où vous devez avoir tout ce qui est date de début de financement, date de fin de financement, et puis là, les échéances, nous, on les a recalculées de notre côté. Mais je pense que vous pouvez les ressortir d'Ipareo. Là, je n'ai pas Ipareo sous les yeux. Je pourrais regarder puis vous faire un retour par contre. Je vais me noter la question. D'accord, pas de partenariat d'affacturage pour Robert. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc pour la question sur les partenaires d'affacturage, Robert nous dit pas de partenariat. Et pour le tableau de bord Ipareo, je vais vous retrouver le nom exact du tableau de bord en question. Si vous n'avez pas d'autres points, je vous propose... Merci Robert, avec plaisir. Oui, pour le support du webinaire, je vous enverrai le PowerPoint que je vous ai présenté. Je vais l'envoyer à Alban qui, je pense, fera un envoi groupé où je retrouve vos adresses mail et je vous envoie à vous. Merci Robert, bonne journée à tous également. Rendez-vous fin septembre sur le 3e webinaire. Le fichier Excel anonymisé, oui, je peux vous l'envoyer également. Je vais voir comment le retravailler pour enlever un maximum de données. Et puis, je pourrais vous l'envoyer effectivement. Oui, j'ai eu le sentiment que c'était pour les formules, effectivement. Pour les formules, c'est intéressant d'avoir le fichier Excel. Bonne journée à tous. À bientôt.